NFT, MetaMask, Ether, Bitcoin, tout le monde en parle, mais ça reste très difficile à comprendre. On a voulu parler du Web3 avec deux experts, mais aussi deux experts du growth. Donc si tu es débutant sur les sujets du Web3 ou tu as vraiment envie de rejoindre une boîte du secteur, tu vas trouver ton bonheur dans ce webinaire. Alors bonne écoute. Très ravi en tout cas d'avoir Ludovic et Jedi aujourd'hui. Avant de rentrer sur le sujet et vous laisser vous présenter, pourquoi on a voulu organiser ce webinaire. Je pense que c'est aujourd'hui, on a entre deux mondes. On a des gens qui se sont intéressés à ces sujets. On y rentrera en détail, crypto, NFT, Web3, et les gens qui sont curieux. Donc les gens qui se posent des questions et qui ont envie, et je me mets dans cette catégorie-là, qui ont envie de rentrer mais qui ont 2, 3 ans de retard sur ces innovations-là. Et donc, le but, c'est un peu de briger le gap entre ces gens curieux qui ont envie de s'intéresser à ce monde-là et des experts comme vous, Ludo et Jedi, qui ont déjà basculé et qui ont déjà rentré dans ce nouveau monde. On sera à peu près 200, 300 aujourd'hui sur le live. C'est majoritairement des personnes qui sont quand même techniques et qui s'intéressent à ces sujets-là, mais qui ont tout à apprendre. Et moi, le premier. Et donc, on a choisi du coup d'inviter Ludo et Jedi. Je vous laisse vous présenter, messieurs, en détail. Est-ce que tu veux commencer, Ludovic? Oui, carrément. Donc, je m'appelle Ludovic. Moi, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Ledger depuis un peu moins de 2 ans maintenant. Et je présenterai peut-être après ce que fait Ledger. Mais chez Ledger, moi, je m'occupe de toute la partie growth marketing. Donc, je lead l'équipe growth marketing. Notre objectif, c'est globalement d'augmenter le revenu de Ledger, donc de vendre nos hardware wallets, c'est les produits qu'on vend, et d'augmenter l'utilisation et la rétention de nos clients sur l'ensemble de nos produits et de nos services. Et donc, Ledger, on en parlera peut-être, c'est une boîte intéressante parce que c'est entre le Web 2 et le Web 3. Et il y a des choses très Web 2, il y a des choses très Web 3. Et donc, il y a plein de challenges growth et c'est hyper excitant. Merci en tout cas, Ludo et Jedi. Je te laisse aussi te présenter aux gens. Cool. Bah déjà, je suis très heureux d'être ici. Moi, c'est Jedi. À la base, j'ai été e-commerçant il y a très longtemps. J'ai revendu un e-commerce en 2018, puis j'ai rejoint The Family. Et mon rôle, c'était d'aider le portefeuille sur toutes les questions de croissance. Et Tu as depuis fait du maintenant growth 2 ans aussi, et on peut le demi. dire, Jedi, quoi. Oui, oui, oui. J'étais growth lead chez Menu Next Door. C'est une boîte il y a 6-7 ans. C'était une marque le pays dans la food. Et, euh, et depuis 2 ans et demi, là, je suis tombé dans la soupe du Web3, à la base en tant que spéculateur pur et dur. Et après, j'ai lancé mes propres collections NFT, j'ai fait le dropshipping du Web3. Et aujourd'hui, je suis programme manager pour un programme qui s'appelle le Crypto Fellowship, qui est un programme assez unique en Europe où en fait on accompagne des personnes qui ont des aisances techniques à tout apprendre sur le Web3 et à lancer une boîte dans ce domaine-là. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne 100 000 euros day one pour pouvoir se payer un salaire et avoir un an de tranquillité financière. Et on organise des workshops, on a des partenaires, dont des personnes de chez Ledger, justement, qui vont les éduquer et les aider à lancer une boîte. Donc ça, je lead un peu ce programme avec deux fonds d'investissement, First et Fabric. Énorme. Merci pour les introductions. De toute façon, on reviendra sur les termes. Mais on a déjà mentionné, je pense, 5, 6 fois le mot Web3. Euh, comment tu le définirais, Jedi? Du coup, ça serait quoi ta définition sur des personnes qui sont quand même acteurs de ce Web2, du coup, qui travaillent déjà dans des startups? Comment tu le présenterais? Bah, ça, c'est la grande question, c'est quoi la définition du Web3? Et j'ai jamais de réponse. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que le Web3, c'est une économie où je pense, on est passé dans une économie où les gatekeepers qui sont inefficients dans cette économie n'ont plus leur place. Dans le Web 2, vous avez plein de relations de marché où il y a des gatekeepers, donc des intermédiaires, et chacun de ces intermédiaires, il prend quelque chose dans la chaîne de valeur, et des fois, il n'est pas forcément efficace dans sa transformation de valeur. Dans le Web 3, c'est plus le cas. Les smart contracts, on va dire, c'est la pierre angulaire de tout ça. Mais surtout, moi, ce qui m'excite beaucoup dans le Web 3, c'est la culture et l'éthos. La culture et l'éthos du Web3, c'est exactement ce que j'ai vécu avec IRC et les MMORPG, les tout premiers, RuneScape, World of Warcraft. C'est exactement la même vibe, c'est exactement les mêmes valeurs, on va dire. Pareil, les premiers forums sur Internet, les premiers posts Reddit. Et ça, c'est ce qui m'excite le plus dans le Web3. Donc, j'ai pas de définition exacte.
Mais en tout cas, je peux te dire que ça, c'est ce qui me fait kiffer. Ok, hyper clair. Et du coup, les gatekeepers dans ta définition, ça peut être les banques, du coup, dans certains enjeux, ça peut être les plateformes comme LinkedIn. C'est eux aujourd'hui, pour bien résumer, les gatekeepers dans le monde C'est ça, ouais. d'avant, on va dire. Ok. C'est ça, il y en a plein, il y en a même qu'on ne voit pas dans le Web 2 et on ne se rend pas compte forcément qu'il y en avait et le Web 3 arrive un peu à les balayer. Je ne suis pas contre les gatekeepers, je pense que dans plein de use cases, les gatekeepers sont utiles, mais il faut qu'ils soient efficients, quoi. Et malheureusement, l'économie au Web 2 fait que des fois, ce n'est pas très efficace. Bah, hyper intéressant. Toi, Ludovic, tu disais que vous, chez Ledger, du coup, une des premières licornes de la crypto française, ou du moins dans cette catégorie. Comment tu te définirais du coup et comment vous vous positionnez entre ces deux-là? Entre le Web 2 et le Web 3, du coup? Ouais, Ouais, alors déjà, je suis assez d'accord avec ce que dit Jedi sur la vision globalement du Web 3, c'est pas très défini. Je dirais que globalement, si on doit résumer peut-être simplement, il y a une notion de décentralisation qui est très forte et d'économie drivée par les tokens. C'est globalement, après tout ce qui est lié à ça, c'est globalement du Web 3 aujourd'hui. Et donc là-dedans, il y a inclus plein de choses, tout ce qui est lié au NFT, à la DeFi, etc. Et Ledger, comment on se positionne là-dessus? En fait, je pense que Ledger, donc ce qu'on vend, c'est des hardware wallets. Et donc, c'est globalement un device qui va te permettre à la base de sécuriser l'ensemble de tes assets crypto ou NFT, etc. Et globalement, le travail de Ledger, c'est de faire en sorte que tout ce que tu vas faire justement dans ce Web3, tu le fasses de façon sécurisée. Et donc, c'est là qu'on a la frontière un peu entre les deux, parce qu'on vend un hardware wallet, donc à un moment, on doit shipper des biens physiques à des gens, et bon, on a besoin d'utiliser pour ça tous les leviers du Web2. Mais à la fin, on te permet d'entrer de façon sécurisée et de, justement, Jedi parlait des smart contracts, etc. Et donc, de faire des transactions dans le Web3 de façon sécurisée. Et donc, en fait, Ledger, c'est une porte d'entrée dans le Web3. Et c'est comme ça un peu qu'on se définit. Et à l'intérieur de Ledger, il y a plein de services. On a des apps et on met en lien nos clients avec tout un tas de services qui te permettent justement de mener ta vie dans le Web3. Et donc, c'est Ledger en termes de Web3, c'est notamment cette porte d'entrée, je trouve, qui est hyper intéressante. Et c'est comme ça qu'on se positionne, je pense. c'est hyper intéressant. J'ai l'impression que le Web3, c'est le mot que beaucoup cherchaient en fait pour expliquer un mouvement, des innovations, des tendances qu'il y avait depuis déjà, je pense si on remonte au Bitcoin, plusieurs dizaines d'années, mais ça va faire 3 4 ans en fait qu'on voyait beaucoup de sujets émerger. Et j'ai l'impression, à coup de certains marketing de certains, mais qu'on a réussi à mettre ce mot Web3 qui arrive du coup à simplifier un peu ces différents concepts et surtout les rassembler. Tu vois, il y avait beaucoup la crypto qui était dans un côté, sur le côté spéculation. Il y avait plein de choses qui se faisaient. J'ai l'impression que là, ça y est, depuis 6 mois, un an, il y a cette catégorie qui s'est mise un peu au-dessous de tout le monde de Web3 et qui a réussi à regrouper ça. Est-ce que je me trompe dans ce sentiment-là? Oui, est-ce que le Web3, du coup, et ce concept-là est fait pour durer, du moins en termes de nom et de catégorie, quoi? Je ne sais pas si je peux continuer à répondre sur ça, mais ouais, je pense qu'en effet, l'ensemble des choses qui sont arrivées sur les 4-5 dernières années individuellement, là aujourd'hui, on les a toutes devant nous. Donc, tu as en effet les cryptos et l'achat d'assets, les investissements, tu avais les NFT, tu as la DeFi, tu as les DAO, etc. Et en fait, tu vois qu'il y a des choses qui sont communes à chacun de ces types de projets, chacun de ces écosystèmes. Et dans les choses qui sont communes, c'est ce qu'on a dit déjà, c'est la décentralisation, c'est la tokenisation, la communauté qui est super importante. Et donc, je pense qu'on peut retrouver des éléments dans tous ces écosystèmes-là, et c'est ça qui aide à définir aujourd'hui le Web3 comme on l'entend, quoi. Donc, en effet, aujourd'hui, on a plus d'éléments dans chacun de ces écosystèmes pour créer un groupe commun qui est le Web3. Après, est-ce que ça va durer, ça? Je sais pas, Jedi. Il y aura d'autres catégories. Je pense que ça va durer. Et non, c'est exactement ce que tu as dit. Et alors, je rajouterai un truc, c'est que alors, tout le monde en parle aujourd'hui, mais il y a très peu d'acteurs. Et en fait, on le voit pour une chose, bon, on va parler un peu, tout petit peu technicité, mais sans aller trop en profondeur. Si vous achetez des cryptos sur Coinbase, Binance, Kraken, vous n'êtes pas dans le Web3. Vous êtes dans le Web3 du moment où vous installez un MetaMask. Alors, déjà, je pense à diviser l'audience. MetaMask, c'est un peu… C'est
Ouais, la version, c'est une petite Chrome extension qui te permet du coup de posséder tes Ethers et de les utiliser où tu veux, quoi. exactement. Et c'est là d'ailleurs que Ledger rentre en jeu et qu'il faut absolument avoir un Ledger pour sécuriser votre MetaMask. Exactement. Tu vois, je fais un peu de votre promo. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que j'avais fait un tweet été 2020. J'avais regardé, donc ce qui est cool, c'est que vu que tout est on-chain, tu as toute la data est devant toi. Et j'avais regardé, il existait 200 000 wallets MetaMask uniques en été 2020. Donc ça veut dire que des gens qui avaient installé une extension Chrome pour interagir avec les produits Web3, sachant que la plupart des produits Web3, il n'y a pas de email pour vous login. Il faut en fait vous connecter avec votre wallet. Donc si vous voulez opérer avec des outils Web3, il faut avoir un MetaMask. Il y avait 200 000 wallets. Sachant que une des règles, on va dire, implicites que les gens dans le Web3 savent, c'est qu'il faut avoir plusieurs wallets MetaMask. Ouais. Donc, dans les 200 000, si on coupe le truc en deux, il y avait peut-être 100 000 vrais users uniques été 2020. Dans le monde. Dans le monde. Ça ne veut pas dire que je compte pas les gens qui ont acheté des cryptos sur Kraken, bazar machin. Ouais, ça, il y en a beaucoup plus. Je parle de gens l'usage avancé. Exactement. Il y a un mois ou deux, MetaMask a annoncé qu'il y a 20 millions de wallets aujourd'hui. Donc c'est bien, mais c'est rien. C'est toujours rien. C'est-à-dire que pareil, si tu fais le même calcul, tu enlèves peut-être un tiers des gens à cause de tous les doublons. C'est que dalle en fait. Ouais. C'est encore que dalle en fait. Et par contre, on a l'impression qu'on en parle partout. Donc c'est très drôle en fait. C'est qu'il y a très peu de monde qui est vraiment impliqué et tu as l'impression qu'on en parle partout. Donc je pense surtout qu'on est dans un tout petit microcosme. C'est vrai que la tech en parle beaucoup. Mais en dehors de la tech, à part un passage sur le JT 2 fois par an où les gens comprennent rien, je pense pas qu'on est si en avance que ça. Enfin, si, nous, on est tous en avance, évidemment, mais je pense pas que le Web3 je pense que le Web3 a encore beaucoup de chemin et il n'y a pas tant de monde que ça qui est vraiment impliqué, quoi. C'est intéressant parce que ce que tu dis, il y a quand même une adoption qui est exponentielle. Tu vois, on parle de moins d'un an, un an et demi. Pour 200 000, 20 millions, 7 millions d'utilisateurs peut-être, ça ferait rêver toutes les startups de la place et tous les growths. Donc, tu as quand même une adoption tu as une belle courbe de hockey, tu vois, comme ils disent aux États-Unis. Pour approfondir là-dessus, pourquoi tu penses que tout le monde en parle, ou du moins notre microcosme? Parce que, comme je disais, j'ai l'impression que chaque semaine, il y a un nouveau talent, du moins de l'écosystème, ou un nouveau entrepreneur à succès qui change sa bio LinkedIn et qui dit qu'il va se lancer dans le Web3. Pourquoi t'expliques un peu c'était le premier commentaire qu'on a eu, hein, le mot hype, tu vois, qui est revenu dans ce live. Comment t'expliques que les gens soient fascinés par le Web3? Parce que je pense que c'est le terme. Les gens sont fascinés et ont tous envie d'y aller, quoi. Enfin, dans ce microcosme. Gabi, on t'a tous vu. Web3 encore une hype. Tu veux y aller ou je donne mon avis là-dessus? Je sais pas, je peux y aller si tu veux, mais comme tu veux. Vas-y, je te laisse. Ça marche. Globalement, je pense qu'il y a un truc qui est hyper intéressant dans ce qui se passe, c'est il y a un aspect technologique qui est très fort. Et avec ça, il y a potentiellement une révolution qui va se passer dans nos habitudes de consommation. Et je pense que tous les profils growth, en tout cas, c'est un peu les profils des growth hackers qui sont plutôt des aventuriers, des chercheurs, des gens curieux. C'est des gens qui ont envie d'aller découvrir, d'aller creuser un sujet et d'aller se plonger dedans. Et je pense que quand on a ce profil un petit peu curieux, un peu hacker, le Web3, c'est un océan d'opportunités. Et je dirais un truc supplémentaire qui est peut-être très lié à moi, mais nous, dans notre génération, on n'a pas forcément connu cette explosion du Web 2 dans les années 2000, qui a été une profusion de projets, et un énorme bordel. Et je pense qu'il y a ce truc aussi de vouloir aussi faire partie de potentiellement de cette nouvelle révolution ou de ce nouveau mouvement qui se crée et de se dire si on est en train de créer le futur, bah, on a forcément envie d'y être. Et quand on est un peu curieux, un peu entrepreneur, on a raté la ruée vers l'or, tu vois, des années 2000, 97, 2000. Et donc, du coup, on ne veut pas rater celle-ci. Donc, beaucoup de personnes se jettent dessus, quoi. Carrément. Et moi, là-dessus... Tu voulais rajouter quelque chose, Jedi? Ouais. Il y a une réalité aussi, c'est que la porte d'entrée est ouverte à tout spéculateur. Et je pense, comme tout network, quand tu dis qu'il y a de l'argent au début du chemin, les gens viennent. Et beaucoup de personnes blâment la crypto, le Web3 pour ça. Moi, je pense qu'en fait, c'est super. C'est ce qui vous permet de mettre du fuel dans votre loop,
c'est la spéculation. C'est pas grave. Si derrière, votre loupe, elle est bien faite, les gens vont rester. Mais les attirer par de la spéculation, c'est génial, en fait. C'est juste un hack, on va dire. On les attire par le cash, bah, tant mieux, en fait. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est attiré par la spéculation. Et aussi dans les profils non tech, il y a énormément de profils non tech qui sont attirés parce qu'il y a énormément de low-hanging fruits, aller chercher du cash en faisant des projets sans qu'il y ait de grosses structures tech. Les collections NFT, c'est l'emblème. C'est l'exemple. Collection de NFT, c'est super simple à faire. Tu as des templates de pages de minting et de contrats de minting sur GitHub. Tu peux choper un freelance pour 2-3 000 euros, il t'aide à setup tout ça. Et avec un bon designer avec toi. Et c'est pas dur de lancer une collection NFT. Et en fait, et alors, par contre, les skills essentiels d'une collection NFT, c'est avoir du goût, je pense, savoir vendre du rêve et faire du marketing. Et ça, bah, les gens en non-tech, growth, savent le faire normalement s'ils font bien leur taf. Et donc, eux sont beaucoup attirés par ça. Et moi, c'est pour ça que j'appelle ça le dropshipping du Web 3.0. J'en suis le premier coupable, j'en ai fait. J'ai fait une collection de NFT. Alors, c'est pas vrai, je caricature. D'ailleurs, à l'époque, j'ai aussi fait du dropshipping et je me blâme pas ceux qui en font. Mais c'est... je pense qu'il y a plein de low-hanging fruit à aller chercher en Web 3 pour vraiment faire du cash quand on n'est pas technique. Et c'est un océan à découvrir, quoi. Donc, tous les pirates sont bienvenus, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui vient. Comme tu disais, beaucoup en parlent, on commence à être familier avec ces termes, NFT, projet. Je pense que la meilleure manière d'expliquer le Web3, c'est de prendre un projet précis, en fait. Comme par exemple expliquer, tu vois, le Web2 à quelqu'un, ben, l'exemple, très vite, on prend l'exemple d'un réseau social et ça permet à tout le monde de parler. Quel projet, tu vois, Ludo, tu utiliserais pour expliquer le Web3? Un projet qui t'inspire et un projet qui permet de vraiment comprendre cette décentralisation-là que tu as mentionné un peu plus tôt. Si on doit en prendre un qui est le plus simple, et c'est Jedi qui l'a mentionné tout à l'heure, c'est MetaMask. Et en disant déjà que peut-être on perdait des gens en parlant de MetaMask, mais en fait, pour moi, c'est vraiment la base de tout ce dont on se parle ici, et de tous les projets. Et de Il est gratuit, donc tout le monde peut le tester, voilà. peut aller le tester en direct. Vraiment, si tu veux tester ce que c'est que d'être dans le Web3, c'est de se créer un wallet MetaMask parce que ça devient non seulement ton portefeuille, oui, mais surtout son identité dans le Web3. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir accéder à tout un tas de services. Et je pense qu'un des trucs les plus intéressants du Web3, notamment, c'est l'interopérabilité entre tous les différents services. Et donc, il faut tester ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interopérabilité dans le Web2 entre, je sais pas, Facebook, Twitter et Gmail. Voilà, quasiment pas. Alors qu'une fois que tu as un compte MetaMask, tu peux très bien te connecter à tous tes outils de DeFi, tu peux aller minter des NFT, tu peux potentiellement te connecter aussi à Ledger avec lequel tu as tout un tas d'autres services dispo. Et en fait, cette interopérabilité, c'est ça qu'il faut tester dans le Web3, je pense. C'est ça qui a une valeur incroyable, selon moi. Et donc, je pense que tester en se créant un wallet MetaMask, en mettant un petit peu d'Ethereum dessus et en testant et en regardant comment ça fonctionne, je trouve ça génial. Et en fait, en termes de growth derrière, ça ouvre énormément de possibilités. Comment tu utilises cette identité de ton wallet pour aller créer des loops de growth qui sont indépendantes de toute la notion d'identité personnelle, etc. C'est du coup un énorme chantier. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, je garderai ça simple en parlant de ça. Ouais, je confirme. Moi qui suis débutant, amateur, c'est vrai que tu as la barrière de, tu vois, mettre ton premier MetaMask, acheter, transférer, du coup comprendre parce que tu l'achètes quelque part, tu achètes ta monnaie, ta devise quelque part ailleurs, tu la transfères sur ton MetaMask. Et une fois que tu commences à le connecter, l'appli mobile est très bien faite et les services sont très bien faits, notamment OpenSea que tu disais pour acheter du NFT. C'est là que tu comprends vraiment la valeur et que tu comprends cette interconnectabilité. Donc ouais, je confirme, et c'est dur, mais c'est accessible. Tu vois, je pense que par rapport à Internet, on l'a pas connu, mais dans les années 97, je pense que le coût d'entrée pour tester les premiers réseaux Internet, ça devait être des milliers d'euros, quoi. Donc aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, tu peux rentrer dans ce nouveau monde, notamment avec MetaMask, comme tu l'as mentionné. Jedi, toi qui es un peu la référence, tu vois, sur les projets, sur ton podcast, on parle toutes les semaines là-dessus. Si tu devais en choisir un, pareil, qui illustre cette thématique du Web3 et qui montre la puissance de cette décentralisation, ça serait quel projet? Et tu as le droit de parler de ceux de ta promo.
Ouais, bah, j'allais justement parler de Masuri. Alors, il y en a un autre que je suis beaucoup parce que je suis très impliqué dedans, c'est Treasure, Treasure.lol sur Arbitrum. Ça va être un peu compliqué à expliquer. En gros, c'est la Nintendo du Web3. Alors, ça va rien vous dire, donc je vais skipper ça et je vais aller directement chez Masuri. Masuri, avec un Y.xyz, il se veut le LinkedIn du Web3, mais par contre, il y a une particularité qui est euh, qu'est-ce que ça veut dire être un LinkedIn dans le Web3 en prenant en compte ce que je disais au début, que la culture n'est pas la même que le Web2. Une culture du Web3, c'est de dire que ton identité, elle est intimement liée à ce que tu détiens comme asset. Et vu qu'il y a une interopérabilité et qu'avec la plupart des outils que tu vas utiliser en fait ton wallet, tout ça, c'est traçable on-chain. Donc, en fait, on peut faire une espèce d'historique de qui tu es, de quel est ton comportement, de qu'est-ce que tu achètes, où est-ce que tu alloues tes actifs, où est-ce que tu passes le plus de temps, tout ça centralisé sur ton wallet. Et Masuri se dit, bah, en fait, on va prendre tout ce qui se passe sur ton wallet, tout son historique, et on va représenter un profil professionnel grâce à toute la data qu'on a récupérée sur ton wallet. Ils se veulent comme le LinkedIn du Web3. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Masuri et créer en fait votre profil professionnel qui sera intimement lié à votre activité sur votre wallet. Et ça, encore une fois, c'est pas facile à comprendre de OK, mais quel est le lien avec mon wallet? Mais dès que vous commencez à passer quelques heures par jour dans le Web3, vous vous rendez compte qu'en fait, vous faites tout avec votre wallet. Vous achetez des NFT, des cryptos, vous vous connectez à des bots sur des Discord. Donc, c'est-à-dire que le Discord dans lequel vous êtes et l'activité que vous avez est liée à votre wallet. Il y a plein de choses en fait qui se passent, qui sont liées à votre identité on-chain. Et pour moi, c'est une fois qu'on comprend ça, bah, en fait, Masuri fait sens. C'est évident en fait d'avoir Masuri sur le marché. Et la force, donc on a parlé de l'interconnectabilité avec MetaMask. Là, tu soulèves un deuxième qui est le trust, en fait, de la chaîne. On voit la puissance, c'est-à-dire que aujourd'hui, demain, tout le monde peut dire qu'il est investisseur d'une boîte sur LinkedIn. Tout le monde peut dire qu'il a été VP Sales d'une boîte pendant 10 mois alors qu'en fait, il s'est fait virer en 2 mois. LinkedIn, on peut mentir. On peut avoir des faux profils de LinkedIn. C'est un des problèmes, toutes ces invitations qu'on reçoit tous les jours. Et là, sur une plateforme comme Masuri, en fait, ça ne ment pas parce que c'est ton activité qui remonte. Donc, tu as aussi ce côté-là qui est hyper fort dans le Web3, c'est qu'il n'y a pas ce côté, il y a ce trust et cette information qui est accessible par tout le monde et vérifiable par tout le monde. Clairement. Et il y a un autre point d'ailleurs, c'est une feature de Masuri, c'est la recommandation. Donc, vous connaissez tous la recommandation sur LinkedIn. Vous avez peut-être même utilisé des bots LinkedIn pour demander automatiquement des recommandations à votre réseau. On s'échange des recommandations. Comme ça, on fait exploser nos recommandations sur certains skills. C'est Bon, ça, toujours c'est tellement connu. crédible, tellement bien fait, tu vois, les Exactement. phrases. Et en fait, dans le Web3, aller demander une recommandation à quelqu'un, surtout quand il doit signer avec son wallet. Parce qu'en fait, c'est ça, Masuri, c'est-à-dire que tu as ton profil et si tu veux, tu peux venir me trouver et me dire Tiens, Jedi, on a bossé dans le passé ensemble, tu sais que je suis bon en community lead, est-ce que tu peux venir me reco? Et moi, en fait, mon wallet, j'y compte. Mon wallet est beaucoup plus important que mon profil T'en as LinkedIn. qu'un seul. Et j'en ai qu'un seul. Enfin, j'ai mon principal, que les gens Ouais. connaissent d'ailleurs, parce que, Ouais. en fait, si vous allez regarder ma photo de profil sur Twitter, vous pouvez retrouver mon wallet. Et donc, si je commence à mentir et à dire que, en fait, Jérémy, il est super bon en community lead alors que c'est pas vrai, je mets ma réputation en jeu parce que j'ai signé avec mon wallet et vous pouvez le voir. Donc, ça aussi, au niveau des recommandations, vu que la réputation on-chain devient ultra importante pour les gens qui sont dans ce monde-là, c'est beaucoup plus dur de faker les recos. Et ça fait partie du trust dont tu parlais, ouais. Et Vas-y, Ludo. là-dessus, parce que je pense que c'est un point hyper important de cette discussion dans les opportunités du Web3. En fait, le trust, je pense que c'est vraiment la pierre centrale de tout ce qu'on se dit là dans le Web3, c'est que globalement, on est en effet dans un monde où potentiellement on peut ne plus croire ce qu'on voit parce que, comme tu dis, on peut mentir sur les réseaux sociaux, on peut mentir à plein d'endroits. Et le Web3, c'est justement, comme tout est écrit dans la blockchain, il y a cette notion de vérification qui est possible. Et globalement, je pense que pour revenir aussi sur ce qu'on disait avant, sur le fait qu'aujourd'hui on est dans un microcosme, il y a un gros sujet sur le trust globalement de cet environnement-là, le trust à l'intérieur du Web3 et globalement dans les opportunités qu'il y a. Je pense que les gens qui arriveront à faire en sorte que tout ça, tout ce qu'on se dit là, l'utilisation des wallets, de ces nouveaux services, soit utilisable facilement
et que justement, tout ce qu'on fasse, on peut on peut le faire avec de la confiance, sans avoir peur de se faire hacker. Ça va être un élément hyper important. Et donc, tous les projets qui permettent de créer de la confiance et de l'utilisation simple, notamment de toutes les données de la blockchain, notamment de tous les services qui sont associés à ton wallet, ça va être quelque chose d'hyper fondateur. Et je pense que pour des gens qui font du growth, penser à cette notion de trust, elle est hyper importante. Donc, c'est construire des projets là-dessus, ça me paraît hyper fondamental. C'est hyper intéressant. Dans les 20 premières minutes là, de ce live, on a vachement défini ce concept de Web3, donné des exemples. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. On les traitera à la fin pour approfondir. On va attaquer la deuxième partie ce qui nous intéresse et particulièrement la communauté Growth Talent, c'est pourquoi le growth et le growth marketing est différent dans le Web3. Je pense que c'est aussi quelque chose qui permet d'illustrer. Il n'y a pas ces tiers de confiance. Donc, par exemple, le Facebook Ads Jedi n'est peut-être pas possible dans un projet Web3. Ça serait quoi pourquoi en fait c'est différent aujourd'hui l'acquisition, le marketing, le growth dans les projets Web3 Jedi? Mais il y a déjà une notion qui n'existe pas en Web3. Alors, je pense que pour Ledger, elle existe parce que je pense que Ledger fait le pont entre les deux. C'est l'ADS performance, le performance marketing. Vu qu'en fait, tu peux pas traquer grand-chose en termes d'events individuels sur des users individuels, c'est super compliqué en fait de pouvoir mener des actions en fonction de ce qui se passe sur ton produit. Il y a des nuances à ça, par exemple. Enfin, il y a des nuances à ça. Par exemple, je pense que Ledger doit certainement, mais vu que eux, c'est plutôt du hardware et du e-commerce, ils peuvent se permettre de faire ce genre de choses. Après, tu confirmeras si c'est le cas ou pas. Ils étaient bannis des plateformes aussi, donc ils n'avaient pas le droit avec le mot crypto de faire DAS, donc ils avaient facilité le taf. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans le fond, c'est pas si différent que ça. Je veux dire, ça reste des loops de croissance. C'est juste que chaque élément de la loop va être un peu différent. Par exemple, l'enjeu de votre communauté, il est ultra important. En fait, quand vous lancez une boîte dans le Web3, imaginez vous lancez un SaaS demain dans le Web2, Spendesk. Et en fait, tous vos clients passés, tous vos clients présents, tous vos clients potentiellement futurs, vos investisseurs et tous les gens curieux, les employés, sont sur le même Discord. Et tout le monde a son mot à dire. C'est le bordel, on est d'accord. Donc, et c'est ce qui se passe dans le Web3. Et en plus, alors vous avez des systèmes où non seulement ils ont leur mot à dire publiquement, mais en plus ils peuvent même voter pour certaines actions dans la boîte. Alors là, c'est encore plus le bordel. C'est vraiment le bordel. Mais vu que la communauté c'est cœur, dans la loupe, il y a un moment donné où la communauté, il faut qu'elle rentre. Mais justement, vous allez pouvoir utiliser l'excitation de votre communauté pour faire des effets de levier sur cette même loupe. Et en fait, c'est magique, vraiment. C'est pas pour rien que des fois, on voit des actions marketing en Web3 qui sont littéralement exponentielles sur certains KPI bien spécifiques. C'est parce qu'il y a de la spéculation, mais pas que. Il y a aussi l'excitation du public. Et il y a beaucoup de public. Enfin, je veux dire, les gens adorent participer au projet et à toutes les activités marketing des projets. C'est un enthousiasme, comme je disais, client passé, client présent, client futur. En fait, toutes ces personnes-là, bizarrement, elles adorent participer. Et des fois, vous voyez des centaines de personnes sur un Discord qui vont vous aider sur du design, qui vont faire des contests d'eux-mêmes sur Twitter. Et en fait, ça va créer du word of mouth exceptionnel. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, vous pouvez regarder un mec qui s'appelle Peter Pan sur Twitter. Alors, je vais envoyer le lien après dans le chat. Peter Pan, c'est un invest dans un fonds qui s'appelle 1KX. Et c'est le créateur de MetaCartel, qui est une des toutes premières DAO d'investissement dans l'écosystème. Eux se disent même la première DAO existante dans le monde. Mais on ne sait pas si c'est le cas, mais en tout cas, ils sont assez vieux. Et Peter Pan, lui, son truc, c'est de faire grossir des communautés. Et il a aidé des dizaines et des dizaines de communautés très connues aujourd'hui à grossir. Et il a théorisé ça dans son blog. Et en fait, il vous fait... c'est un growth qui vous explique comment les frameworks pour grossir une communauté. Et il vous explique le pourquoi du comment, quels sont les enjeux, quelle est la différence avec le Web 2. Et c'est plutôt bien foutu. Donc, n'hésitez pas à regarder ce mec-là. Hyper intéressant. Pour bien comprendre, tu as parlé du concept de communauté, où j'ai l'impression qu'on revient un peu aux bases du growth.
qui est ce côté où en fait, normalement, tu as un funnel et chaque étape du funnel est vachement intéressante. On pourrait prendre un framework, tu vois, comme là. J'ai l'impression que sur les dernières années, beaucoup de stratégies growth se sont focalisées sur l'acquisition, la première partie du funnel, parce qu'il y a de plus en plus d'enjeux économiques quand on lève beaucoup d'argent dans l'écosystème. Tu es en train de me dire que dans le Web3, du coup, on revient sur une vision beaucoup plus growth, beaucoup plus funnel, où en fait, la dernière étape du funnel sont aussi importantes que le début. Et même peut-être on commence par les dernières étapes du funnel avant de commencer par l'acquisition. Est-ce que je me trompe en faisant un peu ce raccourci, Jedi? L'acquisition reste importante, mais en fait, elle se fait assez naturellement, justement, avec l'aspect de spéculation. C'est-à-dire qu'en fait, les gens viennent parce qu'ils se disent il y a peut-être moyen de se faire du cash à un moment donné. Ouais. Et donc, en fait, l'acquisition, elle est très souvent bootstrappée dans ton réseau par un effet de spéculation. Mais c'est pas grave, encore une fois, c'est pas grave, parce que si tu fais bien ton taf, les gens, tu vas nettoyer ta communauté, et in fine, resteront les gens qui sont vraiment là pour ce que tu es en train de faire. Mais du coup, en fait, l'acquisition, c'est pas si dur que ça, en fait, dans la plupart de ces projets. Ce qui est dur, c'est de créer des loops dans ta communauté pour qu'en fait, ta communauté nourrisse ton marketing et puisse, du coup, comme dans une loupe, c'est-à-dire que tu as ton acquisition, ta communauté, et en fait, ta communauté, c'est une loupe en elle-même, où tu as plein de mécaniques pour faire en sorte que les gens aient envie de parler de ton produit, et ça va du coup renourrir le début de l'acquisition. C'est un peu particulier ce que je viens de dire, mais je suppose qu'il y en a plusieurs qui ont compris. Et du coup, la communauté, elle est partout, mais elle est, comme tu dis, surtout au bout de la chaîne, et elle nourrit beaucoup le début de la chaîne. Et par exemple, le referral, ce qui est très important en Web3, en Web2, pardon, on le sait, est capital en Web3. Et il y a un tas d'expérimentations growth super intéressantes dans plein de communautés que vous pourrez aller voir. Il y a des gens qui ont documenté ça sur comment ils ont fait pour incentiver le referral. Et vous avez plein d'expérimentations super drôles. J'en ai pas là en tête tout de suite, mais je pourrais vous retrouver des tweets où tu as des growth Web3 qui expliquent ça. Et c'est très important en Web 2, mais c'est encore plus important en Web 3. Ouais. Pour rebondir sur ce que dit Jedi. Ludo, je voulais te Ouais. lancer pour en faire en transition sur aussi les channels d'acquisition. Et tu peux reprendre, tu vois, un peu sur le concept. Mais tu as aussi cette notion-là. Donc, tu as ce concept de communauté, mais tu as aussi des channels qui sont différents. Donc, si tu peux me faire aussi tu vois, un mix dans tes réponses là-dessus. Oui, carrément. Mais déjà, en fait, pour rebondir sur ce que dit Jedi, en effet, je pense que la notion de referral et de word of mouth, elle est centrale dans cette économie-là. Pourquoi aussi? Parce qu'on parle aussi de la notion de confiance et qu'en fait, pour aller chercher des nouveaux utilisateurs, il faut en général qu'on te donne le bon conseil pour rentrer. Et donc, c'est parce que tu fais confiance aux gens que tu estimes que tu vas rentrer dedans. Donc, pour Ledger, pour toutes les boîtes du Web3, avoir une communauté d'ambassadeurs qui vont parler de toi, c'est du coup hyper important pour asseoir sa légitimité et pour recruter. Donc je dirais qu'en effet, tous les leviers de word of mouth sont très importants. En effet, il y a plein de choses qui se passent. Si on prend le sujet du referral, aujourd'hui, tu peux incentiver les gens avec des smart contracts qui donnent des réductions. Tu peux aussi avoir des systèmes de voilà, il y a plein de choses qui se passent. Et d'ailleurs, pour revenir à la question initiale qui était en fait en quoi c'est différent, je pense qu'il les leviers globalement pourraient être les mêmes. En effet, moins peut-être la pub qui est liée à des données qu'on n'utilise pas forcément dans Web3. Mais la façon de réfléchir à comment on active tous les leviers qu'on a existants est très différente. Si je prends des exemples très concrets que je vis au quotidien avec mon équipe en ce moment, on est en train de se poser la question, ok, bon, on a été assez bon dans la partie Web 2 chez Ledger, on sait faire de l'acquisition de clients pour aller vendre en e-commerce des hardware wallets, mais comment on fait maintenant pour aller chercher, par exemple, demain, les gens qui sont dans la métaverse, il faut quand même qu'ils sécurisent leur identité. Comment on fait pour aller chercher tous les gens qui sont dans les NFT, qui c'est un environnement très différent. Donc, par exemple, tu te poses la question du referral. En effet, comment on fait du referral on-chain? Comment on fait, par exemple, du CRM? Est-ce qu'on a encore envie, à terme, d'utiliser des emails pour aller parler à des clients? Alors qu'en fait, Discord, aujourd'hui, c'est le lieu où tu t'informes sur le produit, tu interagis, tu es même actif dedans. Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, un projet moi, que je trouve hyper intéressant? C'est un projet de notification sur Ethereum
où en gros, tu peux maintenant, alors il y a plein de services qui peuvent choisir, ils se créent un compte sur cette plateforme-là et ils peuvent t'envoyer à toi, si tu le veux, des notifications sur tout ce qui se passe sur ton wallet à l'intérieur d'Ethereum. Ça, c'est finalement une nouvelle façon de communiquer à tes utilisateurs, complètement Web3. C'est en gros du push notif si tu veux, mais en gros, ce que tu fais le matin, c'est plutôt que d'ouvrir ta boîte mail, tu ouvres ton centre de notification de la blockchain et tu vas voir tout ce qui s'est passé dans toutes les transactions que tu as pu faire. Est-ce que j'ai un NFT qui a été vendu? Est-ce que j'ai eu des rewards par-ci? Est-ce que, voilà, où est-ce que j'en suis sur mon staking de tel ou tel coin? J'en sais rien. Bref, en gros, potentiellement, tu peux aussi recevoir des nouvelles. Tiens, il y a telle feature qui sort sur tel nouveau produit, etc. Et donc, je trouve que ça, c'est hyper intéressant et c'est ça les opportunités, c'est de se poser la question de comment on fait dans cet univers où on est drivé par des wallets, où l'identité, c'est un wallet, et donc on est dans la blockchain, comment on fait pour aller répliquer ou en tout cas retrouver des mécaniques growth avec la blockchain. Donc, je trouve ça C'est hyper intéressant parce que tu as mis un concept, c'est qu'il n'y a pas d'adresse mail, tu vois, qui est un peu la clé de l'acquisition dans le Web 2, l'user ID ou l'adresse email. Donc, ça t'oblige quand même à réinventer tous tes basiques, puisque un des flows d'acquisition, l'email, que ça soit sur du nurturing ou sur du cold email, c'est quand même un des leviers les plus actionnables. Il y a aussi, donc en fait, ça t'oblige à réinventer des channels d'acquisition. Mais est-ce que, par exemple, je trouve que Twitter, et Jedi en est l'exemple, est un des channels d'acquisition les plus privilégiés par les projets Web3. Est-ce que le SEO a son impact à dire? Est-ce que vous voyez quand même une répartition, on va dire, un peu Web2 dans l'acquisition des projets Web3? Je vous laisse choisir qui répond. Vas-y, Ludo. Vas-y. Ça marche. Alors, moi, je suis peut-être moins expert que Jedi sur vraiment les projets pure Web3, style tu crées ton projet NFT. Je pense qu'il y a des choses qui sont hyper importantes. Par exemple, quand tu crées ton projet NFT, à un moment, tu vas vouloir être référencé, par exemple, sur des sites qui vont référencer les projets NFT, qui vont mettre en avant des projets NFT. Et ça, en fait, ça ressemble soit à un business d'affiliation, soit à un business de backlink que tu peux avoir avec du SEO, des sites qui vont donner de la notoriété. Donc ça, c'est un business qu'on continue à faire. C'est juste que c'est des nouveaux sites et qui parlent de nouveaux projets de façon différente. Après, en effet, il y a des sources particulières. Je pense que Twitter, en effet, et typiquement, ou Discord, c'est deux univers qui sont maintenant très, très portés sur le sujet crypto et donc, en effet, qui sont indispensables. Après, je pense que globalement, tu as à peu près les mêmes mécaniques. Est-ce que le SEO, par exemple, pour parler du SEO, est aussi important? Je ne suis pas sûr parce qu'on est dans un environnement déjà très nouveau qui évolue en permanence et donc les acteurs qui se positionnent sur des mots-clés liés notamment au NFT, etc., ils vont changer. Et en fait, tu as des énormes acteurs déjà aujourd'hui qui trustent des positions très fortes sur, par exemple, le NFT. Bon, voilà, OpenSea est incontournable. Pour aller se positionner contre eux, c'est pas évident, surtout pour un projet qui va être plus court dans le temps, par exemple. Donc, je ne sais pas si ma réponse est claire. Non, mais si je résume, c'est globalement les concepts sont les mêmes. Tu vois, de l'acquisition, comme ils étaient avant le web, c'est à peu près les mêmes. C'est les mêmes biais cognitifs, c'est les mêmes comportements. Par contre, c'est les outils et les plateformes qui vont changer. Donc, l'expertise qu'on aura acquérie dans le web 2 sera clairement actionnable dans le web 3. Mais il faut se familiariser avec ces nouvelles plateformes, ces nouveaux outils. Mais on peut arriver avec nos concepts du growth, les adapter dans le web 3, si je résume là-dessus. Complètement. Après, il y a peut-être des choses un petit peu nouvelles. Par exemple, tu vois, avec ton wallet, aujourd'hui, dans ton wallet, tu as tous tes Ethereum et puis tu as tous tes NFT. Potentiellement, tu pourrais faire des drops de NFT qui sont un peu publicitaires. Tu vois, ça serait une façon de rebasculer la publicité dans les NFT en faisant quelque chose potentiellement de beaucoup plus sympa, mais aussi d'intrusif. Donc, tu vois, tu as aussi les mêmes risques et les mêmes enjeux que dans le Web 2. Donc, il faut faire attention à garder aussi, je pense, quand on fait du growth dans le Web 3, garder en tête l'identité et qu'est-ce que c'est vraiment que le Web3 aussi, fondamentalement, il y a cette idée évidemment de décentralisation, mais aussi d'anonymité, tu vois, de garder ton espace personnel libre et de choisir ce que tu veux donner ou pas. Et donc, je pense que les boîtes et les gens qui font du growth doivent garder aussi ça en tête, de ne pas être trop intrusif, selon moi. Ouais, et dernier point, en fait, ça dépend aussi de qu'est-ce que tu vends en tant que boîte Web3. Un exemple, Zapper, qui est un tracker de wallet,
qui essaye qui est une grande portion de sa cible, de son persona, c'est des gens qui rentrent dans le Web3. Aujourd'hui, tu as encore des gens sur Google qui tapent comment bien traquer toutes mes crypto-monnaies. Bon, bah, c'est intéressant de se placer là-dessus. D'ailleurs, ils ont une énorme librairie de content. Ils ont plusieurs personnes en content marketing qui a une énorme librairie de content sur tous les principes basiques que quelqu'un qui rentre dans le Web3 devrait avoir. Bon, bah, pour le coup, eux, le SEO et le content marketing, c'est un gros truc pour eux. Donc, ça dépend aussi quel type de boîte tu es. Mais effectivement, aujourd'hui, tu as des leviers différents, comme il l'a très bien expliqué. Le piggybacking, par exemple, sur les autres communautés, je coupe après ça, mais le piggybacking sur les autres communautés, ça marche de ouf. Donc, tout ce qui est guest post, se faire inviter par des gens qui ont un podcast qui est centré sur un autre produit, c'est une stratégie assez souvent qui est utilisée. Et après, alors, aussi. Il y a beaucoup ouais, de les collabs. Et après, je peux juste donner un petit exemple d'acquisition qui, par exemple, on n'a jamais vu en Web 2. C'est ce que Illivium a fait avec Axie Infinity. Donc, Axie Infinity, c'est un play to earn qui a 2 tokens. Et un token, c'est le AXS. Et en fait, ce AXS ne servait à rien. C'est un token qui prend de la valeur en fonction de certains paramètres, mais qui n'est pas intimement lié au jeu. C'est pas vrai, vous pouvez faire du breeding avec, mais ça, c'est un détail supplémentaire. On essaie de garder des trucs simples. Illuvium, lui, c'est un autre play to earn qui est en train de sortir. Il va sortir d'ici 1 an, 2 ans. Et pour attirer le public qui s'intéressait à Axie Infinity, ils ont ouvert la première pool de staking AXS. Donc, ça veut dire que c'est la première fois que tu pouvais prendre ton token AXS et aller gagner de l'argent au lieu qu'il reste sur ton wallet. Donc, tu pouvais aller sur Illuvium, le site, et le staker. Et évidemment, en faisant ça, tu allais lire la doc, tu allais rejoindre le Discord, tu allais te renseigner, et tu allais en fait t'intéresser à un nouveau play to earn. Et vu que le public est le même, ils ont le même persona, en fait, c'était une stratégie d'acquisition. Ça, tu vois pas ça dans le Web 2. Dans le Web 3, tu vois. Et c'est très, 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 très malin, tu vois. Et c'est des choses toutes nouvelles, par exemple. Et pour rebondir là-dessus, en fait, un des choses que tu soulignes ici, c'est ce dont on a déjà parlé un petit peu avant, c'est l'interopérabilité. Et ça, c'est peut-être ça le levier, un des leviers aussi les plus forts qui est assez peu fréquent dans le Web 2. Dans le Web 2, on fait rarement des partenariats avec une autre boîte pour avoir nos produits qui fonctionnent ensemble. Alors que dans le Web 3, c'est normal et au contraire, il faut le faire parce que pour donner de la valeur à ton client, à ton utilisateur, il faut que tu aies ton service qui soit connectable avec tous les autres services. Et du coup, tu profites à la fois des utilisateurs et de la base du service avec lequel tu fais un partenariat. Et ce service-là aussi profite de tes utilisateurs. Et aussi, ça crée cette loupe interprojet, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Exemple, chez Ledger, là, on a une application qui s'appelle Ledger Live. Donc, une fois que tu as un hardware, tu utilises Ledger Live. Et dans Ledger Live, on a intégré un ensemble de services qui permettent d'acheter, de vendre, de staker, de gérer ton wallet globalement. Et donc, ces services, on les met à disposition de nos utilisateurs. Et en échange de ça, ces services, ils parlent aussi de Ledger, ils font aussi la promotion de Ledger parce qu'ils savent que c'est important d'avoir un wallet et de sécurité. Exactement. Et donc, du coup, c'est aussi une source de growth parce qu'on apporte des clients et des utilisateurs à ces services-là en mettant notre tampon de sécurité dessus. Et ces services-là disent aussi à leurs utilisateurs en dehors de Ledger de dire OK, il faut sécuriser avec Ledger. Donc, en source de growth, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant pour attaquer la dernière partie avant de répondre aux questions de l'audience. N'hésitez pas à poser des questions, on y répondra. J'ai l'impression, comme tu disais, c'est un peu la nouvelle ruée vers l'or. Il y a énormément d'opportunités. C'est quoi les grosses opportunités pour les profils qui viennent du growth? Donc, ce que tu disais, tu vois, ces profils autodidactes, entrepreneurs qui ont envie de tout faire et vous le symbolisez très fort. Ça serait quoi les différentes opportunités? Créer des boîtes, rejoindre des boîtes en tant qu'early employé. C'est quoi ton avis là-dessus, Jedi, sur toutes les opportunités, pas toutes, hein, mais certaines catégories, tu vois, d'opportunités qu'il y a avec le Web3 en ce moment? Alors, pour tous les débrouillards, je pense typiquement, tu vas faire une collection NFT, c'est pas un mauvais début. Même si vous Faire voulez du pas la dropshipping, vendre, quoi. juste essayer de la faire, c'est pas un très mauvais début. Mais en passant ça, en fait, il faut comprendre ce qui se passe dans le Web 3 et les différentes mécaniques, surtout quand vous venez avec vos billets Web 2. Alors, il y a différentes façons de faire. Il y a par exemple, je suis pas affilié, mais je vous en parle quand même. Il y a une agence Web 3 assez connue, marketing Web 3 assez connue, qui s'appelle Hype Partner, qui a lancé l'Académie Hype Partner, où en fait, c'est un bootcamp marketing Web 3
En fait, ils t'apprennent toutes les nuances sur plusieurs semaines du marketing en Web3 et après, ils te placent dans une boîte Web3. Donc, ils trouvent carrément un Non. taf. Ça s'appelle Hype.partners et c'est la section académie. Et puis, vous avez d'autres communautés. Par exemple, tu as une communauté qui s'appelle We're Gonna Make It Community. En gros, c'est que des mecs qui font du community management et du community lead, qui ont créé un podcast qui, en fait, apprend aux novices à c'est quoi de faire du community lead et du community management dans le Web3. Et pareil, bah, eux, ils t'aident en fait, à te former à trouver un taf. Et après, c'est ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez être entreprendre? Est-ce que vous voulez être embauché par quelqu'un? En tout cas, quelque chose qui marche très bien pour vous faire repérer, c'est quelque chose que je recommande toujours et que j'ai toujours, même dans le Web 2, je recommandais, c'est de créer du content. Il n'y a rien à faire quand vous avez votre média qui tourne autour de votre passion et de votre expertise. Vous avez un levier énorme face aux yeux des gens et à un moment donné, vous allez attirer les gens qui ont envie de bosser avec vous. Et je donnais un exemple, par exemple, dans le Play to Earn, qui est un marché en explosion, un des jobs les plus recherchés, c'est Game Economist. C'est-à-dire, c'est comment je fais pour créer l'économie d'un jeu. Si vous connaissez rien en game economy, par quoi je commencerais? Je commencerai par exemple par aller sur YouTube, taper, essayer de trouver toutes les vidéos des professeurs de game economy dans les universités, de les regarder, de les break down dans des threads tweets et de tweeter ça et d'expliquer c'est quoi les principes des game economy web 2. En Après, citant je le gars, regarderai... quoi. En citant, Évidemment. Non, non, évidemment, évidemment. Après, j'irai regarder toutes les documentations tokenomics de tous les jeux Play to Earn. Pareil, j'essaierai de break down ça dans un thread très simple et d'expliquer aux gens, voici c'est quoi la game economy de ce jeu-là, pourquoi je pense que ça a l'air bien, pourquoi je pense qu'il y a une faille là. Juste créer du content et à un moment donné, naturellement, des gens vont vous repérer, vont se dire, putain, lui, il a l'air de comprendre ce qu'il dit. Et ça va en plus vous former, ils vont commencer à parler avec vous et potentiellement, vous aurez un job. Pareil, en growth, il manque quelque chose, c'est un blog growth Web3. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui documente comment on fait de la growth au Web3. Alors, c'était un truc que je voulais faire en 2020. Je me suis dit, bah, vas-y, je vais faire des... J'avais commencé, j'avais créé le Crypto Growth Stack où j'avais mis des différentes colonnes, où j'avais dit tout ce qui est possible dans le Web3. J'avais commencé à écrire un papier là-dessus sur Medium. Je n'ai jamais terminé. Mais par exemple, ça aussi, regardez, essayez de parler, allez trouver Ludovic et vous faites la liste des 50 mecs growth dans le Web3 et vous lui dites, est-ce qu'on peut passer 20 minutes en call, je te pose des questions, tu me réponds. Vous lui posez toutes les questions sur comment il fait pour faire de la growth dans le Web3. Vous en faites du content. Et voilà, vous êtes la première personne à avoir documenté la growth en Web3 et je peux vous dire qu'après, vous trouverez un job. Si vous ne trouvez pas un job avec ça, c'est qu'il y a un problème. Pour résumer, on est rentré vachement dans les détails, Jedi. C'est en fait, il y a énormément d'opportunités de job aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont assez matures et qui recrutent. Mais il n'y a pas assez de talent du tout. Genre, tout le monde le sait, il n'y a pas assez de talent. Alors, c'est vrai, en tech, il n'y a pas assez de talent. En non-tech, c'est le désert aussi. C'est le désert. Et il y a quelque chose qui est très bien, je trouve, c'est que les jobs sont beaucoup mieux payés que dans le Web 2. Pour deux facteurs que... Alors, il y en a un qui est clair, c'est l'offre et la demande. Déjà ouais. Il y a l'offre et la demande qui est assez simple. Bon, bah, c'est l'offre et la demande. Quand il y a moins d'offres et une autre demande, bah, le prix augmente, ça c'est normal. Mais il y a un autre théorème que j'ai, je ne sais pas s'il tient la route, je ne sais pas si j'ai le temps vite fait, mais en gros, je vais quand même le donner. C'est ce que j'appelle ce que les fondateurs Web3 avec qui j'ai parlé appellent le coût de l'illiquidité. En gros, si vous vous intéressez au Web3 depuis un peu plus d'un an au minimum, la probabilité que vous soyez dans un jeu positive sum game est très élevée. Donc, vous avez fait du cash, c'est très élevé. Alors, avec des gros ou des petits multiples, on s'en fout, mais vous avez fait de la thune. Et à un moment donné, quand vous atteignez un certain cap, avec l'argent que vous avez fait dans la crypto, si vous n'êtes pas trop mauvais, vous arrivez à le sécuriser et le mettre sur du yield avec des rendements qui ne sont pas dégueulasses à 20-30% annuels. C'est-à-dire que si vous tapez, si vous avez réussi à faire 500 000 balles et vous le mettez sur du 20% annuel, vous faites 100 000 $ par an. Et en fait, ça, c'est énorme. Et en fait, les founders le savent. Et vu qu'ils savent ça, ils savent que la plupart de leurs employés sont déjà en train de faire du cash et que dans beaucoup, mais vraiment beaucoup, j'exagère pas, dans beaucoup de cas, l'employé fait plus de thunes
avec ce qu'il est en train de faire sur Twitter et sur Son les asset, Discord que ce qu'il va faire avec son job. Par contre, il y a un critère qu'on a tous ici en commun, et vous aurez tous, c'est qu'on ne veut jamais cash out. C'est le malheur du Web3, c'est qu'on ne veut jamais cash out. pas de liquidité. On veut toujours être exposé au marché, du coup, on n'a pas de liquidité. Et moi, avec les founders avec qui j'ai parlé, ils disent, nous, on paye le prix de l'illiquidité, on paye le prix du fait que mon employé, il a beaucoup de thunes, il est en train d'en faire, il n'est pas trop con, il est vraiment en train de faire de la thune, mais il ne les a pas en fiat sur son compte bancaire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste payer le premium pour qu'il garde son argent sur le marché, qu'il n'ait pas envie de le cash out, mais que je puisse lui donner une aisance financière. Ça me paraissait un peu what the fuck comme principe, mais je peux vous dire que c'est assez unanime chez les founders avec qui j'ai parlé. Et du coup, ils appellent ça le prix de l'illiquidité. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde, donc les prix augmentent. Et en plus, le monde il a de la thune. Et donc, tu as intérêt à lui donner encore plus de thunes pour pas qu'il passe sa journée sur Twitter et sur Discord, quoi. Donc le Web3 ça, c'est mon théorème. Mieux que la tech aujourd'hui, notamment avec ce théorème. Ludo, sur les différents métiers, parce que j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux métiers, il y a des jobs qui sont différents, donc il y a des acquisitions aussi, et il y a des verticales sur la communauté. Ce serait quoi un peu les différents métiers d'une équipe non-tech ou d'une équipe business, même marketing, dans des projets Web3? C'est quoi les grosses catégories et les fiches de poste là-dessus? Je pense que tu as en effet une partie qui ressemble à ce qu'on connaît déjà actuellement. Donc, il y a une partie qui est énorme, qui est autour du community building. On a parlé, on l'a répété, en effet, c'est des community builders, des gens qui gèrent aussi potentiellement la gouvernance, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de ça. Donc, il y a une équipe community qui est très forte. Si je prends juste l'exemple de Ledger, juste le social management et le community management, c'est une équipe de 4 personnes actuellement. Donc, c'est déjà assez fort. Et dans les projets qui sont full Discord, Twitter, c'est énorme. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même très important, dont on a assez peu parlé, mais c'est globalement la marque que tu vas créer. Et globalement, il y a un attachement à la marque qui reste quand même très fort dans le Web3, peut-être encore plus fort même, parce qu'on y met vraiment de l'argent et globalement, on est hyper impliqué. Donc, on a aussi envie d'être hyper impliqué avec une marque cool, globalement. Donc, succès des Bored Apes, c'est super cool, quoi. C'est aussi, voilà, ça joue. Et puis après, je pense qu'en effet, il y a globalement le profil un peu de growth hacker revient, là où je pense qu'il était un peu perdu parce qu'en fait, on avait un peu découvert Enfin, je pense qu'on a découvert pas mal de choses qu'il y avait à découvrir en termes de hack dans le Web 2. Le profil du growth hacker revient dans le Web 3. Et je pense que quand tu es passionné par la crypto et que tu comprends très bien l'écosystème et que tu as cette mentalité growth, aller créer des nouveaux projets, tester des nouvelles choses, aller créer des smart contracts qui vont créer des loops, aller créer des projets NFT qui vont te permettre de créer des communautés à l'intérieur même de tes utilisateurs, etc. Créer ces systèmes d'interdépendance, etc. Tout ça, c'est un peu profil hack qui revient, je pense. Et puis, il y a la gestion des partenariats qui, je pense, est quelque chose de très important. Nous, chez Ledger, on a des gens qui s'occupent uniquement et c'est un énorme travail, aller parler à tous les autres services pour voir comment on va s'intégrer, comment nos produits vont fonctionner ensemble. Ça fait partie vraiment intégrante de notre product team, tu vois. Et en termes de growth, c'est énorme. Donc, je dirais que dans le growth, il y a énormément autour des partenariats, de la partie communautaire et ce profil hack un petit peu aussi qui revient. Et puis, en plus, on a tous les profils qu'il faut, des gens qui sont data-driven, qui vont pouvoir aussi faire du SEO, faire du contenu, voilà, qui ont cette logique de funnel, évidemment. On les recherche. Moi, dans mon équipe, j'ai des gens qui ont une formation Web 2 et qui sont des experts du Web 2, mais qui sont hyper à fond sur le Web 3 et qui aujourd'hui se posent la question de comment ils vont faire leur job en insufflant cette dynamique Web 3. Et puis voilà. Hyper intéressant. Jedi, tu parlais aussi, il y a un besoin aujourd'hui d'évangéliser sur les technologies, sur les concepts. Donc, il y a aussi des métiers qui sont dans cette catégorie-là, en fait, de faire comprendre la technologie, de faire comprendre le concept. Tu les regroupes dans quelle catégorie? Tu vois, c'est quoi l'intitulé de poste que tu vois en ce moment? Je pense que c'est dans la création de contenu. Et dans la création de contenu, tu as deux choses. Tu as créé du contenu pour ta propre communauté. Donc, essayer de communiquer tout ce qui est en train de se passer de façon transparente, claire et compréhensible par tout le monde. Et aussi sur tes réseaux sociaux, quoi. Donc, en fait, il faut des gens qui comprennent des systèmes complexes et qui sachent les expliquer avec des mots simples, sous forme d'infographie, sous forme de vidéos.
sous forme de trades de Twitter, savoir faire des trades, vraiment, c'est un vrai skill aujourd'hui, savoir faire un trade Twitter. Et donc ça, ouais, c'est dans la communauté social media, je le mettrais. Hyper intéressant, mais du coup, on les trouve où ces jobs? Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont sur Masuri? Où c'est qu'on trouve sur Twitter? Ça serait quoi vos astuces là sur les 100 personnes qui nous écoutent? Comment ils feraient Ouais. pour trouver un job dans le Web3? Alors, moi, il y avait le truc de créer du contenu sur Twitter. Ça, c'est Ils sont chassés quoi une aujourd'hui. façon. C'est une façon, ouais, honnêtement, si tu crées du bon contenu, très vite, tu vas te faire repérer. En fait, il y a quelque chose d'assez cool dans le Web3. C'est que les founders Web3 sont très ouverts. Tous les DM que j'ai envoyés, j'ai toujours une réponse. Ok. Donc, ils sont assez ouverts. Et ils passent leur temps sur les réseaux sociaux aussi, sur Twitter comme tout le monde. Alors il y en a qui sont plus rigoureux là-dessus que d'autres, mais globalement. Et donc si vous créez du bon contenu, à un moment donné, quelqu'un va vous repérer. Sinon, vous avez des marketplaces traditionnels. Il y en a une qui s'appelle Web3.career, qui est un job list de taf Web3 en fait. Donc vous avez plein de taf Web3 là-dessus. Vous avez Masuri, comme je l'ai dit avant. Après, si vous avez un wallet qui est vide en termes d'action, votre profil ne sera pas très nourri, mais essayez quand Faudra même. remplir. C'est ça. Et puis voilà, moi, c'est principalement, honnêtement, se faire repérer. Pour moi, c'est essayer de montrer qu'on est smart et qu'on a quelque chose à dire et qu'on a un point de vue intéressant. Et la création de contenu, moi, ça a toujours marché pour moi. Il y a un autre truc, un tout dernier que je vais mentionner, qui s'appelle safari.club. Safari avec un Y. J'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. J'ai cru comprendre que c'est une communauté de growth qui essaie d'aller vers le Web3. Je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais on m'en a parlé récemment. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Mais Très bien, très cool. toi, Ludo, non? Ouais, du coup, je peux t'en parler si tu veux. Ah, bah c'est toi qui a créé ça? Merde, je savais pas. Ok, bah. Je la communauté, en effet, mais en Ok. fait, on parlait tout à l'heure, notamment sur, quand tu disais, il y a pas encore de blog ou de playbook sur le growth, etc., l'ambition de Safari. Et je partagerai aussi le lien après, safari.club. C'est justement de créer cette communauté qui va parler growth, qui va se dire, qui se questionne sur qu'est-ce que c'est le growth dans le Web3 et comment on y va et quels sont les use cases qui sont super intéressants, qui sont les créateurs, etc. Il y a pas mal de contenu qui est créé. Pour l'instant, c'est nouveau. Et en effet, pour l'instant, il y a pas mal de gens qui sont très impliqués qui sont un peu qui sont des leaders du growth dans notre domaine. Et en effet, c'est potentiellement une Bien. bonne source. On est en train Bon, il d'ouvrir faut que je join alors. Il faut que Bah, je vais m'inscrire. Je vais m'inscrire. Non, et, mais c'est hyper intéressant. Je veux pas déborder sur vos meetings d'après et sur votre après-midi. C'était tellement Moi, il a été intéressant. annulé, donc j'ai encore un peu de temps. Donc, c'est comme vous voulez. Ok. Mais pour résumer, en fait, aujourd'hui, comme il y a vraiment une pénurie, encore plus que sur les métiers de la tech classiques dans le Web 2, le fait de créer du contenu, on va se faire chasser beaucoup plus que les autres sur des opportunités beaucoup plus fortes. Euh, et pour les personnes sur Twitter, j'ai compris qu'il fallait suivre des comptes très précis, mais comment on commence en fait? Tu vois, quelqu'un qui a son MetaMask vide aujourd'hui, qui a son compte Twitter un peu vide, par quoi il commence là-dessus? Je vous laisse choisir qui répond. Moi, je pense qu'il faut déjà comprendre les principes de base du Web3. Donc, il y a des plateformes qui vous aident là-dessus. Tu as Rabbit Hole. .gg qui est une espèce d'outil où vous avez des quests qui vont vous faire en fait basculer sur plein d'outils Web3 qui en fait va vous faire toucher un peu tout et comme ça vous allez commencer à pouvoir un peu comprendre les principes. Donc ça c'est un terme technique et enfin technique dans le sens il faut toucher au truc. Ça c'est un domaine le Web3 où si tu te mouilles pas, tu peux lire autant de théories que tu veux et à un moment donné, il va falloir utiliser des trucs pour faire un petit loan sur AAV, accepter de payer un peu de fees, ou alors justement faire un bridge sur une autre chain et accepter de ne pas payer de fees sur AAV, sur Polygon. Enfin, voilà, il faut un peu toucher le truc. Et après, lire des gens sur Twitter. Il y a plein de gens super smart qui écrivent des choses super intéressantes. Donc on regarde qui tu follow en fait, Jedi, sur ton Twitter et on pour le coup, s'inspire de ça. je follow
je follow beaucoup de monde, donc je pense pas que c'est Ok. un bon truc de faire. Par contre, faites quelque chose, et ça c'est vrai dans le Web 2. Quand vous vous intéressez à un sujet, essayez de trouver 5 personnes max qui ont l'air vraiment super bonnes sur le sujet. Vous les suivez, vous lisez ce qu'elles font, et dès qu'elles retweetent quelqu'un, vous allez regarder la personne qu'elles ont retweetée. En fait, si vous fonctionnez par un network, si vous faites confiance à la première personne, on peut se dire que vous allez faire confiance à la deuxième personne, que cette personne Ouais. auquel cette personne fait La confiance. chaîne, quoi. Et la chaîne. Et donc, c'est comme ça que vous allez commencer à vous créer une base de following où votre knowledge vient petit à petit. Et puis, un tout dernier truc, et puis j'arrête avec ça, c'est The Daily Ape. C'est un truc que je suis un peu sur Telegram. C'est les frères Darrell qui sont... c'est les frères Lowe, les frères Darrell. Je ne sais jamais quel prénom est le nom. Mais en gros, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils recensent tous les jours toutes les news Web3 intéressantes. Ok. Et sur un Telegram. Donc, tous les matins, vous recevez sur le Telegram Ta newsletter. lien à aller checker. C'est juste un repository de liens journaliers, de la curation. Mais c'est assez intéressant. C'est de Daily Ape sur Telegram. Et je pourrais, pareil, envoyez-moi un DM si vous voulez. Je vous enverrai le lien. Hyper intéressant. Pour clôturer cette heure pensée ensemble, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que de l'extérieur, ça paraît vraiment difficile. Mais en fait, quand on a compris les codes ou les biais cognitifs ou les moyens, c'est assez accessible en fait. Et je pense que c'est ça un peu la morale de l'histoire. Comme tu l'as dit, Jeda, et si on se mouille aujourd'hui, c'est assez accessible et ça ne coûte pas cher de se mouiller, quoi. Ouais. Est-ce que Ludo, tu voudrais rajouter un dernier conseil pour ces profils growth sur le Web3 ou qu'est-ce que tu conseillerais aux profils growth qui nous ont écoutés là pendant une heure pour basculer dans le Web3 de manière définitive? Ouais, je pense, Jedi parlait de rabbit hole, et je pense que tu mets le pied dans le rabbit hole, et en fait, globalement, si tu veux travailler dans une boîte du Web3, tu vas connecter ton wallet MetaMask à plein de services que potentiellement tu utilises et que tu aimes, et c'est quasiment certain que ces services-là, ils recherchent du monde pour bosser avec eux parce qu'ils ont une croissance exponentielle. Donc en fait, commence à utiliser, connecte ton MetaMask à tous les services que tu vas commencer à utiliser, ceux que tu aimes. C'est très facile, en effet, comme vous le disiez, d'aller contacter les gens du secteur aujourd'hui parce que tout le monde est très ouvert et on a tous envie de faire rayonner notre environnement. Et donc, je pense que c'est un peu comme quand tu regardes ton iPhone et tu dis c'est quoi les apps que j'aime bien? Tiens, je regarde chez Facebook. Et ben, en fait, c'est un peu la même chose avec ton MetaMask aujourd'hui, je pense. Hyper intéressant en tout cas, merci messieurs. Donc Jedi, tu as mis ton Twitter directement dans le nom. Ludo, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter pour poser des questions et récupérer tous les liens que tu as mentionnés à haute voix? Je vais être hyper Web2, mais je veux te dire que LinkedIn, c'est pas mal. Ok, LinkedIn, vous avez son profil juste en haut de ce post. Merci en tout cas messieurs Merci à toi. et bonne chance dans le Web3 pour tous les talents du gosse. Salut. Ciao.